Eh bien, merci. Donc, merci de vous être déplacés si nombreux. C'est vrai qu'on ne s'était pas vu depuis un petit moment. Je crois que la dernière chose qu'on avait faite, c'était en décembre 2019. Hein, donc, vous voyez que ça date et il y avait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Donc, ravi de vous voir en bonne santé. Donc, vous le voyez, aujourd'hui, on va aborder, pour les 230 ans de la bataille, des batailles du col de Bagnols, d'une des deux batailles, on va essayer de voir un petit peu, parce que les batailles du col de Bagnols, en fait, à Bagnols, seulement, qu'est-ce que c'est la mémoire collective? De quoi se rappelle-t-elle par rapport à l'événement historique? Et ensuite, qu'est-ce qu'on en a fait? Et c'est là qu'on va essayer de se poser la question, à savoir si les commémorations parlent plus de l'événement et des gens qui ont fait cet événement, ou des gens qui commémorent et de la société qui commémore. Ça, c'est la question qu'on va se poser. Et du moment que je vous pose la question, vous vous doutez bien de la réponse. Donc alors, on va pouvoir commencer. Donc vous voyez, on va commencer avec un sommaire très simple. L'événement historique. Alors, là, je vais le voir d'un point de vue bagnoulenc. D'accord? Je ne vais pas vous raconter l'histoire de la guerre du Roussillon. Alors, pour replacer les choses dans le contexte, Révolution française, la Révolution française de 1792 à 1797 connaît déjà une première phase de guerre qu'on appelle les guerres révolutionnaires. Donc je ne vais pas rentrer là-dedans parce que vous imaginez bien que déjà la Révolution française est compliquée. C'est très bien, c'est pas le problème, c'est le début de ma période. Mais je ne suis pas là pour ça, quoi. On n'est pas là pour ça, puis il y a des gens qui vous raconteront la Révolution française bien mieux que ce que je pourrais faire. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est la Révolution française vue depuis le village de Bagnols-sur-Mer. C'est plutôt ça, en fait, qui va nous focaliser. Donc, vous voyez l'événement historique, donc je vais vous présenter les protagonistes. Moi, j'en ai sélectionné 8, il y en a plus que ça, mais c'est ceux qui vont vraiment nous intéresser. Et donc, ensuite, on verra le déroulement des batailles, ainsi que les conséquences sur le village de Bagnols, parce que ça, hélas, on n'en parle pas souvent. Dans une deuxième partie, on va voir un truc un peu particulier qui s'appelle les légendes. Excusez-nous, une petite interruption à la demande des spectateurs. Pour mieux y voir. Reste avec nous, Jean. C'est mieux comme ça. Merci, monsieur. Merci, Jean. Pardon. Donc, alors, vous voyez, je vais vous parler de choses bien particulières qui sont des légendes. Alors, ça peut être des rumeurs. Hein, vous allez, d'ailleurs, intéressant, je vous parlerai d'une rumeur dont on m'a parlé le jour où je mettais les affiches. Hein, il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a parlé d'une rumeur. On va en parler. Mais il y a aussi des rumeurs qui ont été gravées dans le marbre. Hein, ça aussi, on va le voir. Et d'ailleurs, c'est exposé à la mienne. Mais on va continuer. Et on finira par la mémoire de Bagnols, ça construit un mythe. Et vous allez voir la différence qu'on retrouve entre ce que nous, on pense savoir aujourd'hui, de ce qui s'est réellement passé. Donc voilà le sommaire, vas-y. Et donc, on va commencer par les protagonistes. Alors les premiers protagonistes sont les députés en mission auprès de l'armée. Alors, comme disait Clémenceau, la guerre est chose de trop grave pour la laisser aux militaires. Hein. Bon. Ça, c'est une idée qui nous vient de la Révolution française. Pourquoi? Parce que dans l'armée, il y a encore beaucoup d'anciens officiers royalistes, tout simplement. Hein. Donc, il faut surveiller tout ça. Et pour surveiller tout ça, eh bien, on va envoyer les députés, donc les députés de la Convention nationale. Il se trouve qu'il y aura plusieurs députés qui vont être envoyés auprès de l'armée des Pyrénées-Orientales. Et moi, j'en ai retenu particulièrement 2. Claude Fabre, vas-y. Claude Fabre, vous voyez, qui est avocat montpelliérain et donc député de l'Hérault. Et ensuite, on a Jean-Baptiste Millot, qui est capitaine, donc il était dans l'armée avant, et il a été élu député du Cantal. Ensuite, donc, nous allons trouver les officiers de l'armée des Pyrénées-Orientales. Donc, on va trouver bien sûr le général du Gommier, Jacques-François Coquille. Donc, lui, il est général et commandant de l'armée des Pyrénées-Orientales, mais attention, à partir de 1794. Hein, il arrive en janvier 1794. Alors, petit truc comme ça à savoir, hein, pourquoi est-ce qu'on l'appelle du Gommier? Tout simplement parce que lui, il vient d'une famille de planteurs. Et cette famille de planteurs a fait sa fortune grâce à une caféière, ce qu'on appelle une caféière, c'est-à-dire une plantation de café, qui s'appelle le Gommier. Donc, c'est Jean-Baptiste du Gommier. C'est comme on dirait, c'est Christine de Bagnols. Voilà, c'est pareil. Voilà, c'est le surnom tout simplement, parce que son vrai nom, c'est Coquille. Donc ensuite, on va retrouver le général François Delattre. Alors lui, il est beaucoup moins connu. Et vous voyez les commandants de la place de Collioure. Et donc ensuite, nous allons avoir Jean Lannes. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, ce nom. Jean Lannes, attends, reviens, Jean-Luc.
Jean Lannes, en fait, c'est un futur maréchal d'Empire. Hein. Et donc, vous verrez qu'il a participé aux batailles du col de Banyuls, du moins la première. Et qu'à ce moment-là, il vient de rentrer dans l'armée, il a une vingtaine d'années. Et lui, vous voyez, il s'est engagé au bataillon des volontaires du Gers. Voilà, puisqu'il est né dans le Gers. Voilà, tout simplement. Donc ensuite, nous allons voir les élus municipaux, c'est eux qui vont plus nous intéresser. Et vous voyez qu'on en a trois. On a François Pagès, qui est le maire de 1793 à 1795. Ensuite, on va trouver André Rocarias, ce nom vous avez déjà dû l'entendre. André Rocarias, vous l'avez entendu, François Pagès, pas forcément. Donc André Rocarias, lui, il est conseiller municipal et c'est lui l'officier d'état civil. C'est-à-dire que chaque fois que vous devez aller à la mairie pour vous marier, annoncer un décès ou une naissance, eh bien c'est lui qui va officier, c'est lui qui va écrire dans les registres. Et ça, on verra que ça a de l'importance tout à l'heure. Et ensuite, on va trouver Sylvestre Douzance. Alors Douzance, ça doit vous dire quelque chose, il y a la villa Douzance en centre-ville. C'était sa maison, en fait. Hein, c'était son grand-père qui l'avait fait construire, et lui, il l'a fait doubler, et c'est l'actuelle maison que vous avez aujourd'hui. Donc, alors, Sylvestre Douzance, vous voyez, lui, il est procureur municipal. Alors ça, c'est une mandature qui a très vite disparu. Pourquoi? Parce que le procureur municipal, en fait, il est élu, comme les autres conseillers, mais il ne prend pas part au vote. Lui, son travail, c'est de veiller sur les intérêts de la commune. Donc, il peut mettre son droit de veto parce qu'il estime que, par exemple, tel projet va à l'encontre de la loi ou va à l'encontre de l'intérêt de la ville ou de ses habitants, et il a un droit de veto. Mais c'est tout ce qu'il a. Hein, il n'a pas le droit de, comment ça s'appelle ça, de voter pendant le conseil municipal. D'accord? C'est pour ça que c'est une mandature qui a disparu, parce que d'abord, il n'a pas le droit de vote, et ensuite, c'est un élu de Banyuls qui doit contrôler ce que font les élus de Banyuls. Il arrive un moment où la probité seule de l'être humain ne suffit plus. Hein, donc, c'est une mandature qui a très vite disparu. Donc, vous voyez, hein, on a là 8 personnes, ça fait déjà beaucoup de monde, hein, et ça suffira amplement pour l'histoire que j'ai à vous raconter. Donc, on en arrive là. Alors, en mars, le 7 mars 1793, l'Espagne déclare la guerre à la France. Alors pourquoi? Bien parce que le roi Charles IV, c'est le cousin de Louis XVI. Ils descendent tous les deux de Louis XIV. Donc c'est bien la maison des Bourbones hein, qu'on a de l'autre côté encore aujourd'hui. La seule chose, c'est qu'en accédant sur le trône d'Espagne, ils ont cédé tous leurs droits sur la couronne de France. Donc le roi d'Espagne ne peut pas prétendre à la couronne de France. D'accord? Bon. Et donc forcément, Charles IV, alors l'Angleterre lui dit allez, viens avec nous, viens contre la France, et lui dit ouais, non, pas trop. Jusqu'au moment où on coupe la tête de son cousin. Donc là, forcément, il se dit ouais, quand même, dire de famille à famille, ça se fait pas. Donc il va nous déclarer la guerre. Très bien. Et donc, on va voir que très rapidement, les Espagnols, donc à partir du 17 avril, vont rentrer par Coustouge, hein, et ils vont redescendre, et ils vont venir assiéger Perpignan. Et le problème, comme le dit le général Dopé, qui a été un des commandants de l'armée des Pyrénées-Orientales, c'est que quand Paris s'est lancé dans la guerre, ils ne savaient pas du tout ni dans quel état était l'armée, ni dans quel état étaient les places fortes, ni s'il y avait de quoi nourrir. Ça n'entre pas en ligne de compte. On pense que l'ardeur révolutionnaire va prendre le pas sur tout. Ouais, mais bon, quand on n'a pas de chaussures et qu'on n'a pas mangé, l'ardeur révolutionnaire, on n'a pas en avoir beaucoup. Il arrive un moment où ça va être compliqué quand même. Hein. Face à une armée espagnole qui est commandée par le général Ricardos, qui est un vieux général, qui a déjà fait ses preuves et il sait ce qu'il fait. Donc vous voyez, il ne se perd pas en route, hein, il va directement à Perpignan. Et ce qu'il va essayer de faire aussi, c'est de remonter la tête pour avoir le col de la Perche. Et donc vous voyez le col de la Perche, donc il va se retrouver avec ces deux citadelles donc, sur le chemin. Donc on a ici Villefranche et ici on a Montlouis. D'accord? Donc il va passer au plus simple, il va passer ici, il va se mettre à Trouillas et à partir de là, eh bien, il va essayer de faire sauter le verrou de Perpignan. Donc Perpignan à ce moment-là est une ville fortifiée et donc Perpignan est le premier verrou parce qu'après au-dessus vous avez Sals. Et Sals c'est le verrou qui va ouvrir sur l'Aude. Alors, il n'est pas dans l'idée de l'Espagne de conquérir la France, on est bien d'accord. Hein. Donc là déjà, pour eux, ils sont très très au nord. Alors ils vont arriver jusqu'à Sals, et puis ça va s'arrêter là. Et après, on va négocier avec le roi de France, voir qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on ne garde pas comme province qu'on aura conquise. C'est tout. C'est pas une, comment dire, c'est pas une conquête de la France que veut faire l'Espagne, ça n'a rien à voir avec ça. Ce qui va arranger l'Angleterre, c'est qu'on ouvre un nouveau front.
Et ils savent très bien que les Espagnols, ils ne vont pas aller... voilà. Et eux, les Anglais, comme les Autrichiens, sont très très contents que la France doive avoir un nouveau front au sud. Comme ça, elle est obligée de dégarnir son front à l'est. Donc en gros, vous voyez, nous en fait, on ne représente rien. On est juste la petite épine que le gouvernement espagnol vient planter dans le talon de la République, c'est tout. C'est pas une grande guerre, ça n'a pas vocation à être une grande guerre, c'est pas une conquête du royaume de France. Donc vous le voyez, en septembre 1793, on a donc ces fameux députés de la Convention nationale qui sont envoyés auprès de l'armée des Pyrénées-Orientales. Ils arrivent et ils ont beaucoup de pouvoir. Entre autres, ils ont le pouvoir de destituer les généraux, destituer les commandants. Ils peuvent faire des réquisitions. En fait, ils ont quasiment tous les pouvoirs. Ce qui va poser problème. Parce que, on l'a vu, hein, ce sont tous des jeunes en fait. Ils ont tous la trentaine, fin de vingtaine, début de trentaine. Donc eux, ils arrivent et ils sont, comment dire, tout feu, tout flamme. Par rapport à des généraux qui sont quand même un peu plus âgés, qui ont peut-être un peu plus l'habitude. Bonjour. Et qui ont un peu plus l'habitude. Donc forcément, on va avoir un peu ce frottement, cette friction qui va se passer. Et en l'espace de 9 mois, on va avoir 7 commandants qui vont se succéder. Donc vous imaginez qu'en l'espace de 9 mois, une armée qui change 7 fois de commandant, c'est compliqué d'avoir un plan sur le long terme. Surtout quand on a face à soi une armée qui est bien entraînée, bien armée et bien commandée. Hein? Donc on voit que les Espagnols en fait ont pris toute la partie qui les intéressait, c'est-à-dire celle qu'ils arrivaient à tenir. Et vous voyez que nous en fait on ne les intéresse pas. D'abord on voit qu'il y a le fort de Collioure. Le fort de Collioure, il faut le prendre quand même. Même si on est bien armé, bien commandé, ça reste compliqué. Il y a le fort Saint-Elme. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Bagnoul-sur-Mer et quelques hameaux avec Cospron et Cerbère. C'est pas les 1200 pélos qui habitent là qui vont intéresser qui que ce soit. Je veux dire, on n'est jamais comme petit village de pêcheurs, d'agriculteurs, de contrebandiers. Donc, je veux dire, bon, il y a quand même un quart du village qui vit de la contrebande, hein, c'est-à-dire d'une activité illégale. Donc, on les intéresse pas plus que ça. Je veux dire, c'est pas nous qui allons embêter l'armée espagnole, ça c'est sûr. Et le col de Bagnoul, ça ne leur sert à rien, puisqu'ils ont déjà, ici, bien sûr, Coustouche, et surtout, ils ont pris Panissar. Ils ne sont pas trompés, ils sont à l'Opertus. Le plus simple, c'est toujours Panissar. Donc, vous voyez que le col de Bagnoul, ça ne sert pas à grand-chose pour les Espagnols, en tout cas, à ce moment-là. Mais Fabre, qui lui est à Perpignan, se dit, ça c'est pas mal. Parce qu'en fait, ils nous ont laissé un passage. Alors, la grande idée de Fabre, ça va être quoi? Parce que vous voyez, il vient chez nous en septembre 1793, il vient inspecter, il vient voir un peu où est-ce qu'on en est au niveau des défenses, etc. Et là, quand il va arriver à la forteresse de Collioure, eh bien, il va rencontrer un jeune capitaine, qui est donc le capitaine François Delattre. Alors, pas de rapport avec Delattre de Tassigny. Hein. Donc, François Delattre, lui, c'est le fils d'un tisserand qui est né à Wagnaru, dans la Somme. Donc, lui, il est d'abord entré chez les gardes-côtes quand il avait 15 ans, et puis après 7 ans de service, il a obtenu le droit de s'inscrire donc à l'école militaire. Il a fait une année de formation, et à l'issue de cette année de formation, il a été admis comme élève à l'école de Ponts et Chaussées. Et donc, une fois qu'il a eu fini son cursus, il est sorti ingénieur des Ponts et Chaussées. Et c'est pour ça que donc il a réintégré l'armée, et donc il est spécialiste de ce qu'on appelle la polyorcétique. La polyorcétique, c'est l'art de défendre et de prendre des villes, c'est-à-dire de défendre des villes et ou de les assiéger. Le meilleur polyorcéticien que vous connaissiez, c'est Sébastien Vauban. Hein? À l'époque, on disait sous Louis XIV, hein, ville assiégée par Vauban, ville prise, ville défendue par Vauban. Attendez, oui. Ville assiégée par Vauban, ville prise, ville défendue par Vauban, ville imprenable. Oui. Voilà. Donc, et depuis Vauban, on a cette culture de la polyorcétique. Donc vous voyez comme lui, il est comment dire, diplômé des Ponts et Chaussées, donc en fait, on va le mettre comme commandant de la place de Collioure. Donc c'est lui qui est chargé de la défense du château. Donc, alors Fabre va descendre et va rencontrer Delattre, et les deux hommes qui sont à peu près de la même carrière vont sympathiser.
Et à partir de là, Fabre va se dire, tiens, là j'ai quand même un jeune capitaine qui est valable, et il va le faire monter comme un général de brigade. Donc vous voyez, à la Révolution française, on monte vite, hein, et on descend aussi vite, vous allez voir. Hein, c'est les montagnes russes, carrément. Et donc, il revient à Perpignan, là il réunit l'état-major, et il leur dit, bon ben voilà, ce qu'on va faire, c'est que vous allez me donner des hommes, des canons, et puis je vais partir, je vais franchir la frontière au col de Banyuls, et je vais aller assiéger la ville de Rosas. Donc ils disent quoi? Attends, on a déjà du mal à se débarrasser des Espagnols autour de Perpignan, et toi tu veux nous prendre des hommes et des canons pour aller quoi? Assiéger Rosas? Et lui il dit, ben oui, parce que comme ça, Ricardos, le commandant espagnol, le général espagnol, va être obligé de dégarnir ses troupes en France, et à partir de là, vous pourrez les repousser. Alors bon, les généraux, alors on a Dagobert, on a Daoust, ils sont moyennement chauds quand même. Hein. Vous avouerez que le plan là, il leur paraît quand même assez compliqué. Donc, mais comme c'est un conventionnel et que votre carrière tient à son avis, puisque le conventionnel tous les jours envoie au comité de salut public un rapport, c'est difficile de s'opposer à eux. Donc on va lui dire d'accord, on te donne 5000 hommes, 4 canons de petit calibre et tu te débrouilles avec ça. Mais par contre, nous, on ne s'en mêle pas. Bon, d'accord. Il prend ses hommes et il va arriver jusqu'à Collioure. Et là, bien sûr, il va trouver le général de Lattre, le jeune général de Lattre, qui lui veut faire ses preuves et qui en même temps lui doit ses galons. Donc en fait, c'est un tandem, c'est un duo, ces deux hommes-là, l'un sans l'autre, ça ne marche pas. Alors, début octobre, donc, vous le voyez, avec sa troupe, eh bien, comment il s'appelle, Fabre va arriver. Alors, dans cette troupe, il y a le 2e bataillon du Gers, des volontaires du Gers, avec Jean Lannes à l'intérieur. Donc, ils vont arriver à Collioure, et là, ils vont, comment s'appelle ça, ils vont scinder les hommes en 3 bataillons. Vas-y. Alors, le premier bataillon, le 14 octobre, le premier bataillon va partir de Collioure, va passer par le col de Fetch, et doit redescendre sur Tantaiops et Requesens. Le deuxième bataillon doit passer par le col de Banyuls, ici, pour aller sur Espoy. Et le troisième donc, doit suivre le chemin littoral, passer par Portbou, Coulères et revenir sur Espoy. Tout le monde doit se retrouver à Espoy. Alors on se dit pourquoi un plan aussi compliqué, surtout qu'il n'y a personne là. Je veux dire, on est passé de suite et filer directement sur comment s'appelle ça, sur Rosas. Eh bien, tout simplement parce que les Français ils n'ont rien à manger. Je vous l'ai dit au départ, hein, comment s'appelle ça, quand la France déclare la guerre, le ravitaillement de l'armée, il n'y a pas assez de toute façon. Donc nous, vous comprenez bien que vu comment on est très éloigné, et on n'est pas le front le plus prééminent en fait, hein, c'est plutôt l'Est et Paris hein, qu'on va protéger, nous à la limite, c'est pas bien grave. Quoi. Donc en plus on a la prédation des soldats espagnols, ben, il ne reste pas grand chose à bouffer. Donc la solution qu'ils ont trouvée, eh bien tout simplement c'est d'aller piller les villages espagnols de Tantaiops, Requesens, Coulères et Portbou. Donc c'est pour ça que on se déploie le plus possible pour aller piquer le plus possible de vivres et tout le monde doit se retrouver à Espoy. Alors, donc le 14 octobre, on a la troupe, le 1er bataillon qui va partir vers le col de Fetch, et puis on a le 2e et le 3e bataillon qui vont arriver à Banyuls. Alors bon, ça prend 1 heure hein, d'arriver de Collioure à Banyuls à pied. Et là, donc ils vont demander, Fabre et Delattre, à rencontrer les élus municipaux. Donc vous imaginez la tête des Bagnoulins qui ont vu arriver 4000 et quelques bonhommes, comme ça. Et puis surtout que, eh bien, ils vont planter leur tente sur la plage du Vaurama. Donc vous imaginez un camp militaire. Et là, donc, on a les deux, l'élu et le général qui vont dire aux élus municipaux, alors on a besoin de 3 choses. La première, c'est des animaux de trait. Ouais, mais les animaux de trait, chez nous, il n'y en a pas beaucoup. On a bien quelques mules, on a bien quelques chevaux, à la limite quelques vaches, mais c'est des vaches des Alberts, je veux dire, c'est des vaches plutôt petites, quoi. Bon. Vu le maquis qu'il y a mangé ici, c'est plutôt des moutons et des chèvres, quoi. Mais bon, ils vont réquisitionner les quelques bêtes de trait qu'ils vont pouvoir trouver, parce que bien sûr, il faut tirer les canons, il faut... Ensuite, donc, ils vont dire, donnez-nous à manger.
Donc là, ben, on va allègrement aller se servir dans les greniers, dans les étables, dans les caves des Banyuls, parce qu'on est quand même à un moment où les gens vivent en autarcie. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a des masses. Les masses, c'est jamais que des fermes, en fait. Hein, nous, on appelle ça des masses, mais dans le Nord, ça s'appelle une ferme, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous devez produire les quantités que votre famille va consommer tout au long de l'année. Donc c'est pour ça qu'ici, il n'y avait pas de monoculture de la vigne avant l'arrivée du chemin de fer. Qui dit arrivée du chemin de fer, dit on peut importer des biens de consommation, à pas trop cher. Donc à partir de là, on peut se spécialiser dans la vente du vin qui va se vendre très cher, et à la place, eh bien, on va acheter. Mais ça, c'est une économisation, quelque part, de la transformation économique des moyens de paiement. À l'époque, ça ne marche pas comme ça. À l'époque, ben, vous produisez, donc vous avez des olivettes, et c'est pour ça, d'ailleurs, on en avait discuté avec M. Borat, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'en a quasiment plus. À l'époque, les olivettes représentent, je crois, 17 à 18% de la surface totale de la, comment ça s'appelle ça, de la commune. Hein. Et ce qu'on cultive le plus, ce sont les céréales. Je crois qu'on est à 50-55%. Donc vous imaginez, la moitié de Banyuls, en fait, est recouvert de champs de céréales. Et comme on a un sol qui est très pauvre en argile, ben on ne va pas faire du blé, parce que le blé, c'est compliqué chez nous. Il n'y a pas trop d'argile dans le sol, et en plus, on n'a pas beaucoup de précipitations. Donc on va plutôt faire du sarrasin, de l'épeautre, du blé noir, c'est-à-dire toutes les variétés un peu comment dire, un peu rugueuses, quoi, du blé. Voilà, rustique, merci, plus que rugueuse. Ah, donc vous voyez, on n'est pas chez des gens très riches. Hein. Après bon, il y a la partie pêcheur aussi, donc vous voyez, on fait du troc. Hein. Ben voilà, moi je te donne un truc de vin, toi tu me donnes du poisson pendant tant de jours, etc. Donc vous voyez, hein, c'est ça en fait, c'est une économie du troc, hein, plus qu'autre chose. Donc ben, ils arrivent ici et ils nous disent, bon, alors il me faut vos animaux de trait, ouais, très bien, on n'en a pas beaucoup, mais pourquoi pas. Il me faut ben, une partie de vos réserves de nourriture, et vous allez nous aider à passer la frontière. Bon. Alors, selon l'historien Joseph-Napoléon Fervin, qui écrit en 1851, que donc Fabre aurait dit que les Banyuls sont quand même des gens bien, ce sont des bons républicains, sauf que quand même, ils sont près de leur sou. On se dit les Banyuls près de leur sou, à mon avis, ils n'en ont pas beaucoup. Non, en fait, ce qui a énervé les Banyuls, c'est que Delattre est arrivé, il a dit, bon, pardon, Fabre est arrivé, il a dit, je réquisitionne. Il dit, mais attention, grand seigneur, je paye. Oui, d'accord, mais tu payes avec quoi? Avec les assignats. Voilà. C'est-à-dire du papier monnaie. Ah ouais. Donc je ne sais pas si vous connaissez le système de l'assignat. Alors en fait, si vous voulez, l'Église française avait beaucoup de propriétés. Donc l'État a dit, ça c'est à moi. Bah, maintenant c'est à moi, voilà, vous avez à se profiter, c'est à moi. Et l'idée c'est de vendre ces biens, pour bien sûr amasser de l'argent. Seulement, on ne vend pas assez vite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des créances. C'est ça l'assignat en fait. La valeur de votre papier monnaie est garantie par les biens de l'Église. Seulement le problème c'est qu'on va avoir besoin de tellement d'argent, qu'on va faire tellement d'assignats, qu'en fait ça va faire de la spéculation, et ça finira par exploser. Donc quand vous arrivez dans le village de Bagnoul-sur-Mer en 1793, avec un papier sur lequel il y a marqué République française, on vous doit tant d'argent, non. Déjà vous m'obligez à donner une partie de la nourriture qui va me permettre de nourrir ma famille, et en plus tu me payes avec ton morceau de papier là, moi je m'en fous, je ne sais pas lire. Donc ça ne m'intéresse pas. Moi ce que je veux c'est de la monnaie. Alors, le mieux c'est que tu me donnes de la monnaie espagnole. Parce que bien sûr, celle-là, je la connais. Bon, à la limite, de la monnaie française, d'accord, on peut s'arranger. Mais ton papier, là, moi, j'en veux pas. Et le problème, c'est que Fabre, il dit, oui, mais si tu le prends pas, tribunal révolutionnaire. Ah, mince. Bon, voilà. Donc, en fait, vous voyez qu'on leur force la main, forcément. Et c'est ça qu'ils n'aiment pas. On vient se servir dans leur frigo, imaginez, je vais me servir dans votre frigo, et je vous donne un truc reçu là, en vous disant que je le fais au nom de l'État, et je vous écris ça sur un morceau de sopalin. Vous allez me dire, t'es bien gentil, mais non. non, ça marche pas comme ça. Voilà. Donc en fait, c'est ça qui veut dire Fabre. Il ne veut pas dire que c'est pas des bons révolutionnaires, c'est pas des bons républicains. C'est juste que, ben non, quoi, faut pas abuser. Quoi. Le papier monnaie, on n'en veut pas. Alors, c'est tout le problème, c'est ces 5000 hommes là qu'on a sur la plage, ils vont très rapidement poser problème. D'abord ils squattent la plage. Et vous le savez, à Banyuls, on n'a pas eu de port avant les années 60. Donc tous les soirs, que font les pêcheurs? Eh bien, ils remontent les barques sur la plage.
Ben là, ça ne va pas être possible. En plus, on a les négociants de petit cabotage, qui eux, bon, ont des pinks, c'est des navires de transport, qui sont quand même d'assez gros navires. Hein. Donc eux, ils les mettent à l'ancre dans la baie. Oui, mais seulement le problème, c'est qu'on a un rapport de police, parce que là, c'est les élus municipaux qui se plaignent, hein, parce que il y a une pink Bagnoulin qui est arrivée en 1793, à la fin de l'année, et donc quand les soldats l'ont vue, ils se sont jetés à l'eau, ils sont montés à bord, et ils ont raflé de l'alcool, du tabac, du Brésil en plus, c'est bien précisé parce que celui-là il vaut cher, et de la toile pour se faire des vêtements. Ben oui, je vous ai dit, ils n'ont rien. Je veux dire, certains ils n'ont même pas de chaussures. Donc ils se débrouillent comme ils peuvent, donc en fait c'est de la rapine. Donc vous imaginez qu'économiquement pour les pêcheurs et les négociants, c'est pas très bon. La guerre, elle est pas, ça ne va pas. Ensuite, on a quoi? On a 15 à 20% de la population, c'est une estimation parce que comme c'est une activité illégale, c'est difficile quand même hein, d'arriver à bien avoir les contours, mais on va dire que 10 à 15% de la population vit de la contrebande. Donc en gros, le contrebandier Bagnoulin qui contrebande, il passe d'un côté à l'autre. Oui. Mais là, quand vous avez 5000 hommes sur la plage, ça commence à devenir compliqué. Vraiment très compliqué. Donc là non plus, la contrebande, ça marche plus trop. Et par là-dessus, vous avez les bonhommes qui viennent chez les paysans pour leur dire au fait, il faut nous donner à manger. Donc en fait, c'est une catastrophe l'armée française pour les habitants de Banyuls. Imaginez le village, là d'un coup, on est envahi par une armée quelconque, puis ils viennent taper dans nos frigos, dans nos réserves, et en même temps, ils nous empêchent d'aller travailler. Donc comprenez vite que ça va vite coincer, quoi. Ça va vite poser problème. Donc les Bagnoulins, ceux qui veulent, ils sont pas, comment dire, leur ennemi, c'est pas les Espagnols. Ben non, et souvent, je veux dire, vous avez de la famille de l'autre côté. Hein, puisque l'essentiel des Bagnoulins, quand on regarde, on voit qu'en fait, ils ont suivi ce chemin-là. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils viennent d'Espagne et ils passent par la vallée du Tec pour arriver jusque chez nous. Donc, ils pratiquent ce qu'on appelle la migration, les Bagnoulins pratiquent ce qu'on appelle la migration pendulaire, c'est-à-dire que vous vivez à Banyuls, mais vous allez chercher votre femme en Espagne. Son premier enfant, elle peut l'avoir en Espagne, le deuxième, elle peut l'avoir à Banyuls, et vice-versa. En fait, ils passent leur temps à faire ça, les Bagnoulins. Parce que dans leur tête à eux, ils vivent toujours dans l'espace culturel du comté d'Empurias. Mais par contre, ils savent qu'ils sont français, puisqu'on est français depuis 1659, et le traité des Pyrénées. Et pourquoi ils savent qu'ils sont français? Comment est-ce que nous, on le sait? Tout simplement par rapport à la violence qu'ils exercent sur les douaniers. Alors, quand ils rencontrent des douaniers français, ils tirent. Alors c'est le sketch, il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur. Alors, quand ils voient un douanier français, il tire. Il tire à côté. Suffisamment près, les balles sifflent, mais il tire à côté. À la limite, il bastonne un peu. On tape un peu. De temps en temps, on sort un poignard, mais jamais rien de bien méchant. Par contre, quand il rencontre les Espagnols, là, il tire, il tue. Voire même, dans 3 cas, ils émasculent. Là, ça déconne pas. Jamais avec les Français. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont Français. Ça veut dire qu'ils savent que s'ils sont poursuivis par les Espagnols, une fois la frontière passée, c'est terminé. Ils sont obligés de s'arrêter. Alors de temps en temps, la France et l'Espagne vont mener des actions conjointes de douane, mais c'est de temps en temps. Les douaniers espagnols n'ont pas le droit de franchir la frontière. Et ensuite, les douaniers français, ils n'ennuient pas trop les contrebandiers Bagnoulins. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont soutenus par une partie de la population. Donc c'est en 1817, donc vous voyez, on est 20 ans après les batailles du col de Banyuls, 24 ans après les batailles du col de Banyuls. 1817, il y a un gros coup de filet qui est mené au Puy d'Elmas. Les 80 maisons sont ratissées, on trouve 2,5 tonnes de tabac, de sel. Vous imaginez au Puig, il y avait 2,5 tonnes de tabac cachés un peu partout dans toutes les caves. Bien sûr que font les douaniers, ils détruisent. À partir de là, les habitants du Puig descendent et vont mettre le feu à la felouque des douaniers qui se trouvent dans la baie de Banyuls. Et même à un moment, il y a un rapport qui est fait par la douane et ils disent non mais il faut nous sortir de là, quoi. C'est des malades. On a peur, parce que des fois quand on se promène, ils nous astoubent. Ils nous mettent des coups par derrière, on ne voit pas et on se retrouve dans le fossé. On se réveille 1 heure après.
Donc les douaniers français ont plutôt tendance à être au pool avec les contrebandiers bagnoulins. Donc ils savent très bien qu'ils sont français, les bagnoulins. Je veux dire, c'est pas... Ils parlent catalan, ils vivent dans la culture de la Catalogne du Sud, mais ils sont français. Et ils le savent, comme nous d'ailleurs aujourd'hui. On sait très bien qu'on est citoyens français, ça ne nous empêche pas d'aller voir le musée d'Ali, d'aller nous balader à Cadaqués, d'aller à Barcelone. Michel, hein, qui va souvent se balader sur la plage, ben oui, bien sûr. Ça n'empêche rien. Donc en fait, les Espagnols, c'est pas des ennemis pour les bagnoulins. Ça n'a jamais été. C'est pas un ennemi, c'est le rapace en fait. Le rapace, c'est le soldat français. C'est le soldat qui vient. Et puis que j'ai une fille qui commence à avoir 16 ans, qui est plutôt mignonne, etc. Donc vous imaginez, comme parents, c'est compliqué. Hein? Oui. Donc ils sont là, c'est pas vraiment des ennemis en fait. Ce qu'ils veulent les bagnoulins, c'est qu'ils s'en aillent le plus vite possible. Ouais. C'est ça qu'ils veulent en fait. Bon ben tant pis, ça tombe sur l'Espagne, écoutez, désolé pour vous, mais allez, barrez-vous, c'est plutôt ça en fait. Et donc vous voyez qu'ils vont rester du 14 octobre au 25 octobre, donc il reste 9 jours. C'est long 9 jours. Ça y est. Et donc le 26 octobre, qu'ont fait les bagnoulins? Les bagnoulins ont dit bon, on veut qu'ils se barrent le plus vite possible. Donc ce qu'on va faire, comme les bagnoulins sont autant gens de mar que gens de la terre, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va faire une flotte avec les bateaux bagnoulins. Alors dessus on arrime 2-3 petits canons qu'on a, style on est une flotte armée. Donc on a une soixantaine de barques qui vont venir se mettre ici et qui vont devoir protéger le 3e bataillon qui doit passer par le col des Bellitres, c'est-à-dire l'actuel poste de frontière. Ah, donc eux ils vont prendre la route littorale, celle qu'on prend encore aujourd'hui, et ils vont passer la frontière par Cerbère, au col des Bellitres. Pendant que... Vas-y. Hein, vous voyez? Donc, la première colonne qui est partie, et donc qui doit passer par le col de Fetch. Ici, la deuxième colonne qui doit passer par le col de Banyuls. Et la troisième colonne ici, qui doit passer par Port-Rouge. Vas-y. Donc, vous voyez, ils vont constituer les Bagnoulins avec une flotte de 60 bateaux qui vont en fait être chargés de protéger la troupe qui passe par la voie littorale, et au cas où ils rencontrent des troupes espagnoles lorsqu'ils auront passé la frontière, eh bien il va falloir les bombarder pour que les Français puissent passer le plus vite possible en fait, c'est ça l'idée. Ils doivent piller les deux villages de Port-Bou et de Coulers le plus vite possible pour après bifurquer et revenir vers Espoy et aller retrouver les autres pour leur donner à manger. Et là donc on a la deuxième colonne qui, elle, doit passer par le col de Banyuls. Et là, on a une troupe de 200 bagnoulins qui va aller se poster sur le pitch de la Calme. D'accord? C'est-à-dire que quand vous avez le col de Banyuls, vous êtes en face, hein, vous avez la mer d'Arnaudot, vous regardez, vous avez le col de Banyuls, et vous allez voir qu'il est surplombé par un pic. Ben, c'est là, le pic de la Calme. D'accord? Donc les bagnoulins savent là qu'ils sont à 710 mètres d'altitude, le col il est à 350, donc ils arrivent de nuit, ils ne font pas de bruit. Et ils vont pointer leurs fusils en direction des 20 gardes qu'il y a au col de Banyuls, parce que les Espagnols ne nous attendent pas. Il y a juste 20 personnes, histoire de dire 20 soldats, au cas où il se passe quelque chose, ils peuvent donner l'alerte, mais c'est tout. Je veux dire, il n'y a personne là qui attend les Bagnoulins ni l'armée française. Alors, le problème étant que les deux troupes bagnoulins vont avoir un destin un peu différent. Alors, ceux qui suivent, ceux qui protègent depuis la mer la troisième colonne, une fois qu'ils vont passer le cap Cerbère, ils vont tomber sur un navire anglais. Pourquoi? Ben parce que l'Espagne et l'Angleterre sont alliés. Et l'Espagne a demandé à l'Angleterre de protéger ses côtes. Et donc il y a un navire de guerre anglais. Alors c'est sûr qu'une barque catalane face à un navire de guerre anglais au XVIIIe, donc le navire anglais tire 2-3 coups de canon, tout le monde s'en va. Hop, tout le monde fait demi-tour, direction Banyuls. On repasse le cap Cerbère, c'est terminé. Et bien sûr, le navire anglais, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bombarder les Français. Donc en fait, les Français vont traverser Port-Bou et Coulers en courant, sans jamais s'arrêter. Jusqu'au moment où ils pourront enfin bifurquer dans les collines et être loin de la portée du navire anglais.
Donc on va dire au niveau de la flotte Bagnoulin que c'est un échec complet. Il n'y a pas de mort, mais c'est un échec complet. Par contre, ceux qui sont placés ici sur le pic de la Calme, eux, ben, en fait, il n'y a rien à faire. Parce que les Français vont monter. Bien sûr, quand les vins espagnols qui sont là-haut vont les voir arriver, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas se faire tuer sur place, c'est pas leur rôle. Eux, ce qu'ils vont faire, ben, c'est qu'ils vont descendre le plus vite possible pour prévenir les 1400 soldats qui y a à Espoir. Le village qui est de l'autre côté. Donc en fait, les Français, ils passent. Comme nous, aujourd'hui, on passe la frontière. Et donc, une fois qu'ils voient ça, les Bagnoulins, ben, à midi, ben, ils redescendent et ils vont vaquer à leurs occupations, c'est bon. Les Français sont partis. Bien. Donc les Français, eux, ben, ils vont descendre jusqu'à Espoir, la deuxième colonne. Mais le problème, c'est qu'Espoir, en fait... Non, reviens, s'il te plaît. Donc le problème, c'est que Espoir, en fait, est protégé par des murailles du Moyen-Âge. Et des bonnes murailles, en plus. Et il y a 1400 soldats espagnols qui attendent là. Donc en fait, eux, ils vont s'enfermer. C'est aux Français de mettre le siège. Donc les Français vont mettre le siège, ils vont être rejoints par la troisième colonne. Et donc la troisième colonne va dire, ben oui, mais le col des Bélitres, c'est pas possible, on ne peut pas passer par Cerbère, puisqu'il y a le navire anglais. Ah mince, on ne peut plus passer par Cerbère, on ne peut pas passer par le col de Fetch, puisque là les autres sont passés, mais vraiment en furtivité, puisque vous voyez, on est déjà sous domination espagnole. Maintenant, il ne reste plus que le col de Banyuls. Et Espoir, c'est le verrou qui empêche d'accéder au col de Banyuls. Donc si vous ne prenez pas la ville, vous ne pouvez pas aller plus loin. C'est même pas la peine de se lancer sur Rosas. Si là, vous coupez toutes les voies d'accès, comment vous faites pour rentrer chez vous? Après, c'est pas possible. Donc, l'important, c'est de prendre Espoir. Donc, ils vont tout essayer. Tant et si bien. Alors, le problème, c'est que Delattre, certes, normalement, il est spécialiste de polyurcétique, mais vu les troupes qu'il a, et le peu de canons, et le faible calibre qu'ils ont, il ne peut pas faire grand-chose, en fait. Donc Fabre va lui demander de multiplier les assauts. Et c'est au cours d'un de ces assauts que le célèbre Jean Lannes, qui a été élu capitaine par ses hommes, eh bien, va avoir le bras gauche entièrement traversé par une balle espagnole. Donc la blessure va être très grave, il va être renvoyé à Perpignan pour être soigné, et c'est là, pendant sa convalescence, il va habiter à la rue des Cases Caramades, à Perpignan, et donc il va loger chez un monsieur dont il va tomber amoureux de la fille, et ce qui va devenir sa première femme. Première femme qui va allègrement le tromper, etc. Et quand il va revenir, il va lui dire allez hop, ça dégage, on divorce. Voilà. Donc, au bout d'un moment, comment s'appelle ça? La troisième troupe, qui était passée par le col de Fetch, qui elle a réussi à prendre le peu qu'il y avait, parce que quand Ayox et Requesens, c'est encore plus petit que Banyuls. Donc vous imaginez que dans les caves, il n'y a pas non plus des choses magistrales. Donc ils vont arriver, puis très vite, tout le monde va se retrouver à court de nourriture. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Allez, on repart. Et c'est comme ça que, début décembre, eh bien, les Bagnoulins, ils voient revenir la troupe, qui replante la tente sur la plage du Boramar. Et là, deuxième tournée. Au fait, on n'a plus rien à manger. Ouais, mais bon, déjà la première fois, c'était compliqué, mais alors là, ça met carrément la survie des membres de la famille à manger. Forcément. Alors, Fabre, pendant que Delattre et ses hommes finissent de réquisitionner le peu qu'ils peuvent encore retrouver, donc on a Fabre qui va partir pour Perpignan et qui dit voilà, bon, c'est pas un fiasco, hein, je crois qu'il y a un président qui a dit c'est un échec, et ça n'a pas été une réussite. Hein, je crois qu'il nous a dit un truc comme ça. Là, c'est à peu près ce qui va être dit. Hein, donc, c'est pas un échec, mais on n'a pas complètement réussi, donc il me faut de la nourriture, des hommes et de l'artillerie. Bon, c'est pas chaud, mais c'est difficile de dire non conventionnel. Donc Fabre va repartir avec des vivres, un peu plus d'artillerie et 6000 hommes supplémentaires. Et donc il va revenir à Banyuls et il arrive le 14 décembre. Donc là maintenant, on a 11 000 soldats français sur la plage de Banyuls. Vous voyez la plage du Boramar. Et aujourd'hui, on se dit, mais c'est délirant quand même. Parce que la fête des vendanges. La fête des vendanges, quand on est 3000 ou 4000. C'est ça. Donc en fait, on nous dit la plage du Boramar, mais vous devez en avoir un peu partout. Hein. Dans tout Banyuls, en fait, dans tout le bas de Banyuls. Puisque bon, toute la partie Fontolé, c'est-à-dire toute la partie qu'il y a après le crédit agricole, tout ça c'est libre.
Là, c'est plutôt une plaine encore un peu marécageuse. Donc, je veux dire, ils se mettent là, en fait, essentiellement. Hein. Il y en a sur la plage, mais essentiellement, ils se mettent là aujourd'hui. Il y a le veto, il y a les baraques de la plage, tout ça, là, le port, tout ça. Donc, ils sont par là, en fait, sur toute cette partie-là. Donc, ça fait beaucoup de monde. Et vous imaginez, à cette époque-là... 11 000 hommes qui se lavaient et faisaient leurs besoins dans la rivière. Et c'est ça. Oui. Et donc, et puis voilà, ces gens-là, ils sont rentrés dans les jardins pour prendre les poules, les lapins, les livres et tout ce qu'il y avait, quoi. Forcément, il faut bien qu'ils mangent. Hein. En plus, si vous avez une fille pas trop vilaine, bon, on peut négocier. Voilà, bon, je veux dire, c'est compliqué quand même, parce qu'on a 850 habitants, quoi, 855. Qu'est-ce que vous voulez faire, quoi? Ah oui. Il n'y a pas de grande chose à faire, en fait. Hein. Vous subissez plus qu'autre chose. Ah, donc vous imaginez, là, c'est cette période-là. Hein. Oui, oui. Début décembre, ça a dû être compliqué, début décembre 93. Oui. Hein. C'est pas la bonne année. Hein. Donc, vas-y. Donc, toujours pareil, hein, le 15 décembre au matin, alors cette fois-ci, on a laissé tomber le truc d'eau, on se divise en 3, non, c'est bon. Là, on va passer tout d'un bloc par le col de Bagnoul. C'est bon. Les plans un peu tarabiscotés, ça va aller 2 minutes. Et donc, on va dire au Bagnoulin aidez-nous. Ben, toujours pareil, on renvoie 200 Bagnoulins là-haut sur le pic du cul de la Cale. Ils vont se mettre en place avant que l'aurore ne pointe, le soleil ne pointe le bout de son nez. Seulement quand ils arrivent, ils voient bien que ça a changé. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, les Espagnols ne sont pas tournés les pouces. Et eux aussi, ils ont appelé des renforts. Et ce qui attend les Bagnoulins là-haut, eh bien, vous voyez, c'est 12 000 hommes qui sont depuis le Cap Cerbère, qui sont mis en ligne depuis le Cap Cerbère jusqu'au pic de Saillefort. Donc quand les soldats français vont arriver, vont se mettre en ligne, 11 000, 12 000. Et ici les Bagnoulins. 200 Bagnoulins. Ah, ça va compliquer les choses. Hein. Surtout que je vous l'ai dit, de l'âtre, parce que ça c'est un truc que j'ai vu pendant quand on travaillait sur la Première Guerre mondiale, je ne savais pas. Il y a des généraux qui sont dits offensifs et des généraux qui sont dits défensifs. Je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que Pétain, soi-disant, est un très bon général défensif. Contrairement à, je ne sais plus qui était un général plus offensif. Oui, Foch, Joffre, etc. Et donc je me dis, qu'est-ce que c'est que ça, général offensif, défensif? Ben, il y en a qui sont meilleurs dans la défense et d'autres qui sont meilleurs dans l'attaque. C'est comme ça. Voilà. Bon, et bien Delattre n'est pas un bon général d'attaque. C'est pas là où il est le meilleur. Et forcément, ces troupes n'arrivant pas à conserver l'espacement, parce qu'elles sont trop étendues en fait, ben, elles vont se faire complètement enfoncer par les troupes espagnoles. C'est-à-dire que la bataille démarre lorsque le soleil se lève, et tout au long de la matinée, les Bagnoulins vont voir arriver des soldats français qui courent et qui s'en vont. Et ça descend de plus en plus, et ça descend de plus en plus. C'est pas de bon augure. C'est tellement pas de bon augure que dans l'après-midi, toujours du 15 décembre, on a Delattre et Fabre qui demandent à rencontrer Huertas, qui est le commandant des 12 000 soldats espagnols. Et ils vont les rencontrer où? À la mairie. La mairie, elle était là à l'époque. Alors, c'est pas ce bâtiment. Hein. Ce bâtiment, il a été construit au 19e siècle. Mais il est sur l'emplacement de là où se trouvait la mairie à l'époque. Et donc, ils vont demander à rencontrer Huertas. Et donc, ils vont lui dire, voilà, bon, ok, d'accord, on a perdu. Donc, Delattre dit, est-ce que ce serait possible que vous nous laissiez une trêve de quelques heures, le temps que je rassemble mes hommes et que je les renvoie vers Collioure. Une Huertas du monde. Et Fabre dit quand même, avant de partir, j'aimerais bien que vous ne vous vengiez pas sur le village de Bagnoul, ni sur le village, ni sur les habitants. Et Huertas dit oui. Donc, ben, Delattre fait battre le rappel, les Français se rassemblent plus ou moins comme ils peuvent, et tout le monde s'en va vers Collioure. Donc en gros, à la fin de l'après-midi du 15 décembre 1793, il ne reste plus à Bagnoul que les Bagnoulins et les Espagnols. Et donc bien sûr, une fois que l'entrevue est terminée, à ce qu'on appelle assaut de trompa, c'est-à-dire assaut de trompette,
Donc on a un soldat espagnol qui fait le tour des rues du village, de toutes les rues du village, et qui dit que désormais le village est passé sous le contrôle de l'Espagne au nom de Carlos IV, rey d'Espagne, principe de las Asturias. Donc Charles IV, roi d'Espagne et prince des Asturies. Donc là vous imaginez quand même le moral des Banyuls d'entendre sonner la trompe. Alors déjà vous n'avez plus rien dans la cave, vous n'avez plus rien dans l'étable, vous n'avez plus rien dans le grenier, et on vous dit que désormais vous êtes passé sous le contrôle des Espagnols. Mais seulement le problème c'est que nos Banyuls sont toujours là-haut. Alors, selon l'historien Joseph Napoléon Fervin, mené par le maire de Banyuls, et ça on en rediscutera après, eh bien, le maire de Banyuls aurait dit, quand on vient lui dire, on lui dit, bon, il va falloir que tu te rendes, il dit non, les Banyuls ne se rendent pas, ils savent mourir. Les républicains sont dans le droit. Oui, oui. C'est ce que nous dit Fervin. Ça peut être vrai. Maintenant, je ne sais pas d'où il sort ça. Ça ne veut pas dire que c'est faux, ça veut dire que je ne sais pas où est sa source. Et Fervin écrit dans les années 1850, à un moment où on voit l'histoire comme, comment dire, quelque chose qui doit flatter l'élan patriotique. Donc ça rentre dans cette époque-là de l'écriture de l'histoire, ce qu'on appelle en historiographie, cette période bien particulière de l'histoire, de l'écriture de l'histoire. Ça ne veut pas forcément dire qu'il ne l'a pas dit, peut-être que ça n'a pas été dit comme ça, en fait je ne sais pas. Ça, moi je ne peux pas, lui le dit, moi je vous dis qu'il le dit, oui, oui. Maintenant je ne peux pas je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est pas impossible qu'il l'ait dit. Donc la nuit va tomber. Alors bien sûr, il y en a qui vont en profiter pour s'escamper. Seulement vous comprenez bien qu'avec 12 000 Espagnols autour, c'est pas les 200 qui parviennent à passer. C'est compliqué. Et puis vous partez pas à 10 ou 15, vous allez essayer de partir quand même, histoire de vous fondre le plus possible dans la nuit, pour pas vous faire attraper. Et donc bien sûr, au matin du 16 décembre, si vous voulez faire d'autres, bon, il faut bien se rendre à un moment donné, soit vous mourrez de faim là-haut, parce que les Espagnols, ils n'ont même pas besoin de vous affronter, il suffit qu'ils vous assiègent et puis c'est bon, quoi. Dans 3 jours, vous êtes morts, il n'y a plus rien à voir. Donc, bon, ben ils vont se rendre. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, en fait, c'est pas terrible, quoi. Je veux dire, c'est pas une grande victoire, c'est plutôt la défaite des Banyuls. Alors, vas-y. Et donc vous voyez, on avait toute cette partie qui était encore française, et bien, désormais elle est devenue espagnole. Et ce que veulent les Espagnols, c'est pas Banyuls, ça, c'est Collioure. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont lancer une attaque. En plus, Ricardos, le général espagnol, bien sûr il est informé de ce qui se passe. Donc lui il va envoyer des troupes, comme ça qu'on a des troupes qui nous viennent du camp de Trouillas. Et bien sûr il y a les 12 000 là qui sont passés par Banyuls, qui vont vouloir attaquer. Donc que fait l'état-major? Alors l'état-major à ce moment-là c'est le général Dopé qui est le général de l'armée. Donc va dire, bon ben, il va falloir qu'on essaie de contre-attaquer quand même, histoire de les bloquer. Donc ils vont lancer une grande contre-offensive. Mais quand même, Dopé va dire à Fabre, toi tu te mets là. Il est au col des Portes. Le col des Portes, c'est, vous savez, quand on prend la route, on passe au Lille, on monte, et au moment où on descend sur Fort-Vendre, ben là, le col, là, c'est le col des Portes. Donc vous savez là quand on peut aller tourner pour aller sur le fort, vous savez il y a la route là à la droite pour tourner, ben il est là en fait le canon. Donc vous imaginez, Fabre il est là avec une pièce de canon qui normalement doit dégommer la vallée de tout ce qui arrive de la vallée de Polille, la vallée de Coscron. Et de l'Âtre, il est ici avec ses armées sous, comment ça s'appelle ça, sous le fort Saint-Elme. D'accord? Et la bataille va s'engager. Mais bien sûr, les Français vont se faire complètement enfoncer. Fabre va se faire, le poste qui commande va se faire submerger, il va sortir son sabre, ça va y aller au sabre et au couteau, et ben, Fabre va tomber par une balle espagnole. Il meurt ici, au col des Portes. À l'âge de 32, je crois, 33 ans.
Et de l'âtre, quand il voit que bon, ben, il n'y a plus grand chose à faire, ce qu'il va faire, c'est qu'il va sonner la retraite, il va monter sur son cheval et il s'en va à Perpignan. Bon, alors bien sûr, à Perpignan, il va être arrêté, il va être accompagné à Paris, donc il va passer devant le tribunal révolutionnaire, il va être condamné à mort pour traîtrise et il va être guillotiné à Paris le 4 juillet, je crois, oui c'est ça, le 4 juillet 1794. Et lui, il avait 28 ans. Et au soir du 20 décembre, eh bien, Saint-Elme et Collioure sont tombés aux mains des Espagnols. Donc voilà, la géniale, vas-y. Là, vous voyez, hein, toute cette partie était libre et désormais, elle est sous les mains des Espagnols. Donc voilà, le génial plan de l'expédition de Rosas. Donc vous voyez, du 20 décembre, on a... Alors, 20 décembre, occupation espagnole de Collioure jusqu'à Cerbère. Alors, eh bien nous, on va passer sous domination espagnole. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer tout simplement que, ben, eux aussi vont venir se servir dans ce qui reste dans les caves et les greniers. Donc là, c'est plus le double effet qui se coule, là, c'est le triple effet, là. Alors ça n'arrête plus, quoi. Hein, c'est libre service, en fait. Et donc, ben, les Banoulés vont commencer à mourir de faim, littéralement. Hein. Et donc, alors ça, je le dois au travail de Jean-Louis et de Jean-Pierre Retsch, qui étaient nos deux généalogistes. Hein. Donc le calcul a été fait, alors que dans les décennies précédentes, on trouvait une moyenne de 30 à 40 morts par an à Banous, ce qui paraît à peu près logique pour un village de 850 habitants. Hein. Et bien là, en une seule année, de décembre 93 jusqu'à décembre 94, 120 morts. Donc vous montez là à 342% d'augmentation. Dû aux épidémies, hein. Alors, ils sont morts de faim. Oui. Et la dysenterie. Mais il y a une chose quand même, c'est l'été 93 et le printemps 94, pardon, qui sont caniculaires. Oui. Très chaud, très peu d'eau. Donc, ben, les récoltes ne viennent pas bien. Donc, ce que vous rentrez ne vous permet pas de combler ce qui est sorti. Donc, vous imaginez des gens qui ont crevé la dalle tout l'hiver, qui n'ont pas assez à manger, et par là-dessus, vous leur mettez un mois de juillet, août, septembre, qui est caniculaire, c'est une fournaise, ben, les organismes les plus faibles claquent. Voilà. Les nouveau-nés, les vieux, les gens qui sont atteints de maladies, etc. Là, vous êtes sûr? Bien sûr. Les deux armées qui font la picorée. C'est ça. Ben oui, forcément, si vous avez nourri 24 000 hommes, ou 23 000 hommes, ça commence à devenir compliqué. Eh oui. Hein. Donc en fait, c'est ça quand même. Les batailles du col de Banous, c'est ça. Et alors, après, je ne dis pas que voilà, il va falloir qu'on pleure tous les 16 décembre, c'est pas ça. Mais je trouve quand même assez ironique qu'aujourd'hui, on rende hommage aux batailles du col de Banous en vendant des saucisses, quoi. Les mecs sont morts de faim. Sérieux. Ça me fait penser à Poli. Vous savez, Poli, ça s'appelle, le projet, ça s'appelle la mémoire ouvrière. Le seul truc qu'ils ont gardé, c'est la maison du directeur. Alors, je ne dis pas qu'il faut être pleuré, qu'il ne faut pas, je ne dis pas, voilà, ok, d'accord. On vend des parts de paella, on vend un peu de saucisses, ouais, d'accord, très bien. Mais quand même, quoi, le respect pour ces gens qui sont morts, quoi. Ils sont morts littéralement de faim. Alors en plus, Huertas, il avait dit non, vous inquiétez pas, je ferai rien contre le village de Banous, et tout, ta. 107 de ceux qui sont là-haut sur le puits du Lacal, eh bien, vont être, comment ça s'appelle ça, vont être déportés dans les prisons espagnoles. Et il y en a beaucoup qui vont mourir, parce que d'abord ils vont passer par Barcelone, et puis ensuite ils vont aller dans les îles Baléares. Et les conditions de vie dans les conditions espagnoles sont telles qu'il y en a beaucoup qui ne reviendront pas. Hein? Donc vous voyez que quand même d'un village de 855 habitants, à la fin de l'année 1794, on passe à 628. Et donc ben, les Banyolins sont là en train de crever la dalle, hein, quand le 25 avril, qu'est-ce qui va arriver? Ah, des troupes françaises, c'est pas possible. À Renier-Prou. Mais non, cette fois-ci, c'est des soldats français, parce qu'en fait, sous l'égide de Dugommier, qui a remis l'armée un peu carré quand même, hein, donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris, ils ont repris la forteresse de Collioure, ils ont repris le fort Saint-Elme, et les 7000 soldats espagnols du fort Saint-Elme, ils leur ont dit, allez, fort, en Espagne. Et donc, ils sont en train de les escorter pour les amener jusqu'au col de Banyuls. Et là, il y a le fameux député Millot,
qui va dire, quand il va arriver à Banyuls, il va dire hop, on s'arrête. Et donc il va s'arrêter au nord de la plage du Borama, sous les fenêtres de Sylvestre Douzans, le procureur municipal. Et donc ils vont dire, bon, vous déposez symboliquement vos armes au pied des Banyulés. Et vous ne repassez plus le col. C'est ça. Et vous avez interdiction de repasser le col. Et donc les Banyulins, à moitié morts de faim, voient les Espagnols déposer les armes et ils repartent. Et à partir de là, le village est libéré. Donc on est bien là le 25 avril 1794. Donc on a 4 mois d'occupation espagnole. C'est pas beaucoup en fait, hein, si on regarde bien, mais 4 mois qui ont été mortels. Oui. Donc vous voyez que pour rendre hommage à ces Banyulins, le 12 juillet 1894, eh bien, on va inaugurer un obélisque. Et cet obélisque a été conçu par Joseph Ferréol Carbas, l'architecte du département, Jean-Baptiste Belloc, le sculpteur, ami d'Aristide Maillol. D'ailleurs, il était un de ses témoins de mariage, lors du mariage d'Aristide avec Clotilde de Narcisse. Et Joseph Condine, le tailleur de pierre. Et donc, ben, c'est l'obélisque qu'on a. Vous voyez que, en 1893, c'est M. Red qui l'avait mis, il l'avait remis au goût du jour, on va dire, hein, puisque vous voyez, il a fait, avant le buste, regarder vers la mer. Là, en fait, il lui a fait faire une rotation à 90 degrés, et donc, il a fait rajouter la banquette. Et ensuite, bien sûr, on a le tableau qui est arrivé. Alors, ce tableau, il a été commandé en 1899 par le Conseil général, qu'il a longtemps exposé dans la salle des délibérations, de ces délibérations, et puis on ne sait pas comment, le tableau a disparu, et il a été retrouvé dans les années 80, roulé dans une soupente du grenier de la mairie de Prats de Mollur. Qu'est-ce qu'il faisait là? Aucune idée. Disons qu'ils ont fait des travaux dans la mairie, ils ont trouvé ce truc roulé, ils l'ont déroulé, ils ont dit ah, qu'est-ce que c'est? La bataille du col de Banyuls. Donc la mairie de Prats, très gentiment, a dit à Banyuls, ben, on vous le donne. Et donc le tableau est arrivé en 85, c'était M. Red, je crois, à l'époque, qui était maire. Donc le tableau a été réceptionné. Il a été, je me rappelle, nous on était, moi j'allais le voir, le monsieur qui travaillait dessus, il a été restauré. Et eh bien il a été exposé là où il est exposé aujourd'hui. Voilà, c'est ça. C'était sa place. C'est là où il a été dès qu'il est arrivé. Hein? Donc vous voyez, c'est un tableau qui a été peint en 1899. Et ça, on va voir. Alors, là maintenant, on en est aux rumeurs. Alors, la semaine dernière, j'étais en train de, comment dire, de mettre les affiches quand un monsieur que je ne connais pas, je ne sais pas s'il est Banyulais, je ne sais pas, est venu me voir et me dit « Ah, vous faites un truc sur la bataille du col des Banyuls ?» Je dis « Oui. » Et me dit-il avec un petit sourire de connivence, il me dit « Ah, c'est justement là où ces dames ont montré leurs fesses. » Petit malaise. Je lui dis, ben, venez, on va en discuter. Vous venez samedi, on en discutera si vous voulez. Donc, en fait, vous voyez, ce tableau, il a été quand même peint un siècle après l'événement. Hein. Ne croyez pas que, comment ça s'appelle ça? C'est Henri Perrault, hein, le peintre qui l'a fait. Il a reçu un prix pour ce tableau en 1897, je crois. Non, en 1898. Donc, lui, il a reconstruit une image. C'est une image reconstruite 100 ans après l'événement. Il n'est pas allé sur le col au moment de... Alors, vous voyez que sur le tableau, il y en a un qui semble viser un de ses congénères. C'est ce qu'on entend, ça c'est les rumeurs qu'on entend. Hein. Et alors, vous savez quelle est la petite histoire? Eh bien, la femme de cet homme est en volage, parce que femme est donc par nature volage. Eh bien, cet homme en colère essaie de tuer l'amant de sa femme. Il y a un cold case là. Alors en fait, si vous regardez bien, les Espagnols ils sont là. Oui. Et vous voyez qu'ils sont en train de passer sous l'eau. Donc il n'est pas complètement fou, vous imaginez là, une colonne qui passe devant, qu'il y a un bonhomme qui tire dans ce sens plutôt que dans celui-là. Et puis je vous ai dit, c'est une reconstruction. Non, mais Jean-Louis, tu vas trop vite. Hein. Mais voilà, che va piano va sano, che va sano va lontano. Che va forte va la mort. Alors, donc, comment ça s'appelle ça? Vous voyez bien qu'ici, on a un tableau, c'est une reconstruction. En plus, on veut que l'image soit dynamique. Hein? Donc on ne va pas pointer tous les fusils dans le même sens. Je veux dire, il faut qu'il y ait de la diversité. Je veux dire, il ne faut jamais avoir vu un tableau de Mantegna pour ne pas voir la diversité de perspectives. Donc
Bon, cette histoire de lui qui tirerait, bon. Il manque le verre là, son sabre, il est sur le côté là. Et il est sur le côté, oui. Mais lui, il ne m'intéresse pas là, pour le moment. Et puis ensuite, bien sûr, vous voyez que nous avons 2 femmes. Et donc, ce fameux monsieur, la semaine dernière, c'est de ça qu'il me parlait. Parce qu'il y a des gens, dans Bagnols, qui disent que, donc, je vais raconter la bataille du col de Bagnols, 12 000 Espagnols en face de vous, vous êtes 200 là-haut. Alors, est-ce qu'il y avait des femmes? C'est pas, je ne peux pas en être sûr, mais c'est pas, ça ne paraît pas être une folie, pourquoi pas. Alors, quel aurait été le rôle de ces femmes? Eh bien, vous le voyez, c'est de tenir des armes toujours prêtes et toujours chargées à disposition des hommes, voilà, c'est ça. Et puis, bien sûr, la poudre et les balles, vous ne les mettez pas devant, vous avez tendance à les mettre à l'arrière. Et donc, en fait, c'est ça qu'elles font. Elles gèrent le stock et puis elles ramènent la poudre et les munitions vers l'avant avec les fusils chargés. Donc c'est pas... Et donc il y a quelques personnes qui ont cru intelligent de dire que ces femmes là-haut, là, c'est pas des combattantes. Non, bien sûr que non, c'est des femmes. Donc ce qu'elles ont fait, elles, quand elles ont vu arriver 12 000 soldats espagnols, bien sûr elles sont sorties là, se sont mis devant et elles leur ont montré leur free-free. Et bien sûr, ces dames étant à la fois très peu propres et très peu apprêtées, elles avaient soi-disant le sexe malodorant et velu, ce qui a fait peur aux Espagnols, ça les a fait. C'était pas les Irlandaises. Les Irlandais combattaient comme ça. Est-ce que vous avez déjà entendu ce genre d'histoire sur les soldats de 14-18? Ah oui, ça. Est-ce que vous avez déjà entendu ce genre d'histoire sur des soldats qui se sont battus pour la France? Non. Non. Par contre, quand c'est des femmes qui se battent pour la France, alors là, ben forcément c'est des femmes. Oui. Ben bien sûr, elles sont volages, elles montrent leur sexe, elles ne se lavent pas. Ça va aller la misogynie, 2 minutes, comment ça se passe? Il est où le respect pour ces femmes? Cette histoire vient d'où? Elle vient de Bagnols? Elles viennent de Bagnols. Oh. Et je vous dis, moi j'étais en train de truc et monsieur me dit, ah, c'est là que les Bagnols pour montrer leurs fesses. Avec un petit sourire de, ah, moi je suis au courant. Mais t'es au courant de rien du tout. Mais de quoi tu me parles, monsieur? Pardon, mais c'est irrespectueux, déjà tu ne me connais pas. Je suis moi-même une femme et tu viens me parler de quoi? De femmes qui montrent leur sexe? Mais non. C'est particulier quand même, comme manière d'aborder les gens. Alors, je ne sais pas si on peut l'adresser, là n'est pas la question. Mais c'est quand même très particulier, je trouve. Et ce manque de respect me désespère un peu quand même. Il ne me désespère pas pour moi, parce que moi je m'en fous. Mais il me désespère pour toutes ces gamines qui arrivent là. Comment on voit les femmes et comment on les traite là. Même mortes, elles n'ont pas trop de respect. Ça manque de respect total. On est d'accord. Donc ça, c'est pour les rumeurs qui courent dans les rues bagnoulenques. Donc de temps en temps, vous entendrez parler. Oui, ou que les Bagnoulins défendaient aussi leur contrebande. Alors maintenant, on va parler des légendes, mais qui ont été gravées dans la pierre. Alors, ça, c'est mieux encore. Hein. Donc vous voyez, ici, on a une plaque. Et bien, cette plaque, elle se trouve dans l'hôtel de ville de la mairie. Et elle a été faite à la demande de M. Red. Et normalement, il fait la liste de tous les maires de Bagnols. Oui. Et vous voyez que le premier maire, c'est André Rocarias, 1793-1794. D'accord, André Rocarias, premier maire de la commune. Et donc pendant très longtemps, la page Wikipédia, eh bien, reprenait cette liste. Et ici, donc, vous avez la note de bas de page qui vous dit que la source, c'est ça. Mais seulement, nous, en travaillant sur le sujet, on s'aperçoit que... Vas-y. Nous, on a rajouté cette partie-là, qui n'existait pas. Et en fait, Rocarias, d'abord, c'est pas le premier maire, parce que le premier maire, il est élu en 1791. Et c'est Jean-Ange Ferré. Ensuite, il y a de nouvelles élections, et vous le voyez, le maire élu, c'est Villarem, et le troisième, c'est François Pagès. François Pagès, dont un des conseillers municipaux était André Rocarias. Rocarias n'a jamais été maire. Il n'est pas le premier, et il n'est pas maire.
Donc nous, comme on le savait, on a marqué ça. Alors ça a été compliqué, parce que la personne qui gère la page Wikipédia de Banyuls, je ne sais pas qui c'est, et je ne veux pas le savoir, effaçait constamment tout ce qu'on mettait. Donc on a fini par contacter l'équipe Wikipédia en leur donnant, nous, les éléments qu'on avait, et désormais, lui, il est resté. Et, vas-y, la note de bas de page ici a changé. Avant, la note de bas de page disait, ça tient un lieu de preuve. Et nous, on a dit, ben ça ne tient pas, ça. Alors pourquoi ça ne tient pas? Tout simplement parce que quand M. Red est arrivé à la mairie, il a dit, trouvez-moi les noms de tous les maires de Banyuls. Ça n'avait jamais été fait. Et donc il a demandé, c'était M. Bosque à l'époque, qui s'occupait de l'état civil, je ne sais pas si vous vous rappelez de M. Bosque. Et M. Bosque, il n'est pas historien, M. Bosque. Donc ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il a pris les registres, il a vu marqué dans les années 1793-94 Rocarias, c'est Rocarias le maire. Mais non, Rocarias c'est l'officier d'état civil. C'est lui qui tient les registres, elle est là l'erreur. Alors personne ne peut en vouloir à M. Bosque, il est pas... lui il a fait ce qu'on lui a demandé, il n'était pas historien. On lui a dit tu relèves, ben, il a relevé. Oui, mais le problème c'est que cette erreur, ben, elle a été gravée dans le marbre. Et comme elle a été gravée dans le marbre, elle est devenue une source. Et voilà, c'est ça le problème. Et donc vous voyez qu'en 70, ici là, la note de bas de page 77. Donc vous voyez 76, c'est moi qui l'ai marqué. Je m'autocite, ça c'est plus simple. Et vous voyez que ici, la liste des maires au départ, c'était la plaque, et désormais, c'est le site de Claude, de M. Razoul. C'est marqué, je suis désolée, M. Razoul. Je savais que ça vous plairait. C'est involontaire. Je sais bien, c'est pas vous. Ça veut dire que la personne a bien compris ce qu'on avait dit et que sa source, elle ne marchait pas. Donc il fallait qu'elle en trouve une autre. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée voir l'excellent travail de M. Razouls. Vas-y. Donc vous voyez, quand vous cliquez sur le lien de la page Wikipédia, vous allez tomber sur cette page-là. Cette page-là, M. Razouls la reconnaît, c'est la page d'un de ses sites, mais vous voyez, elle commence en 1945. Vas-y. Donc vous voyez, ça c'est le site de M. Razouls, vraiment, allez-y. C'est un super site. Oui, enfin, c'est un très bon site, un très bon travail sur tout ce qui est élection à Banyuls. c'est pas parfait. Hein. J'ai jamais. Perfection n'est pas de Mieux, on pourrait faire mieux. Mais on fera mieux. Donc vous voyez, il a énormément travaillé sur toutes les élections à Banyuls-sur-Mer, alors toutes les élections, municipales, régionales, etc., présidentielles, etc. Il a fait toutes les élections, mais depuis 1945. Donc, dans le tableau, tout à l'heure, que je vous ai fait voir de Wikipédia, donc tout ce qui est après 1945, oui, très bien, le site de M. Razouls, mais avant, il vient d'où? Je ne sais pas. Et ensuite, donc, il y a la fête. Donc, vous voyez, depuis quelques années, on fête la légende du col de Banyuls, 1793. Moi, en date, j'ai ça quand même. Donc 14 octobre, arrivée des Français, 26 octobre, première bataille, début décembre, retour des Français, 15 et 16 décembre, deuxième bataille, occupation espagnole, 25 avril 1794, libération de Banyuls. Donc qu'est-ce qu'on fait à la fin du mois de juillet? Que fête-t-on à la fin du mois de juin? Alors si on fête juin 1793, ben, il ne s'est rien passé. Et si on fête juin 94, ben c'est déjà fini. C'est ballot. Alors, surtout que je ne comprends pas pourquoi c'est pas mis le 25 avril. Le 25 avril, on est à Pâques, il fait bon, je veux dire, on va faire un basket, c'est déjà plus ou moins les vacances, du moins c'est le début des vacances, etc. Pourquoi ils sont allés nous le coller en juin? Parce qu'en décembre, il fait trop froid. Oui, mais en avril. Eh oui. On ne découvre pas la fille. Voilà. D'où le fait de mettre du costume. On est bien d'accord. Voilà. Non mais vous voyez, ça n'a pas de sens. Et en plus, bon, il y a eu... Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça que je veux savoir. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on me dit, oui, mais tu comprends, on fait l'amitié retrouvée entre la France et l'Espagne. Mais on n'a jamais été en guerre contre ceux d'en face. C'est pas donc qu'on est en guerre. C'est la France et l'Espagne, c'est pas Espogne et Banyuls. Est-ce que vous croyez que les gens d'Espogne ils ont envie de faire la guerre aux gens de Banyuls et vice-versa? Mais bien sûr que non, ils sont de la même famille. Donc qu'est-ce qu'on fait? Je ne comprends pas.
Je ne suis pas contre le fait de se servir de l'histoire de Banyuls, de mettre en avant l'histoire de Banyuls pour faire gagner de l'argent, ben, c'est pas le problème. Mais faisons-le intelligemment. Est-ce que vous avez, je veux dire, on pourrait se dire, ouais, le 14 juillet, déjà, quand même, tout, il y a beaucoup de monde à Banyuls, ben, on va faire ça le 14 septembre. Ah, voilà, tiens, nous, ben, on fait le 14 juillet, le 14 septembre. Ça n'a pas de sens. On est bien d'accord, c'est complètement idiot. Non. Surtout qu'en 94, on peut fêter. Alors, vous fêtez 93 ans, mais c'est là où vous avez perdu. Ça n'a aucun sens, mais vraiment. Oui, oui, oui. Donc, quand nous, ça fait des années qu'on dit, mais qu'est-ce que vous faites? Et qu'est-ce que vous faites? On essaie de le dire. Alors, mais les gens nous disent, oui, mais non, on fait juste la fête, comme ça. Mais d'accord, mais faites-le intelligemment quand même. On n'est pas obligé, parce que quand même, c'est ça, hein. Je rappelle quand même. Venez acheter ma part de paille, 8 € la part de paille, au mois de juillet, pour fêter Banyuls en 1793. On va se faire beaucoup de choses un peu étranges quand même. Donc alors, maintenant on va terminer. Donc vous voyez, au départ, on avait, là j'ai fini avec la légende, on va rapidement évoquer le mythe. Donc vous voyez ici, on avait tous les protagonistes que je vous ai présentés au début, hein, donc on va retrouver Claude Fabre, Jean-Baptiste Millau, Jean Lannes, François Delattre, Dugommier, Pagès le maire, Rocarias et Sylvestre Douzens. Là on est en 1793. La mémoire, en 1812, elle a retenu ça, la mémoire du village. En 1812, on a Sylvestre Douzens. Alors Sylvestre Douzens, il est très particulier parce que, en gros, il s'engueule avec tout le monde. Et donc, comme il a de l'argent, il va faire des procès. Il va être en procès avec quasiment tous ses voisins, avec le maire, etc. Donc bref, il est procès du crime. Et donc, il est bien, parce que comme ça, moi, je retrouve tout ça. Tous les échanges qu'il a eus, tout ça, pour nous, c'est cool. Mais c'est aussi le problème, c'est qu'il est surreprésenté. Forcément, comme il a été suractif, ben, il est surreprésenté. Et donc, pour un problème de bornage, alors parce qu'en plus, il a même plus quand même, Sylvestre, donc il dit qu'il sera à la messe. Normalement. Et puis sur le chemin, il y a quelqu'un qui l'arrête et qui lui dit, ah, tu sais, à tel endroit, la mairie a changé les bords. Il a dit, j'ai défailli. J'ai défailli, j'ai failli me trouver mal, il a fallu que je m'assoie sur un rocher parce que j'ai défailli. Bon, on a déplacé 3 rochers, bon, bref. Donc, il écrit au maire, il dit, ah, je suis pas content, tout ça. Et au cours de l'échange, il lui dit, vous saviez que d'ailleurs en 1793, j'ai été le maire. Et le maire de l'époque, qui s'appelle Honoré Puy, lui dit, il lui répond textuellement, la notoriété publique sait que le maire était Pagès. Donc en 1812, soit 19 ans après l'événement, ben, ils savent ce qui s'est passé là-haut et qui était là-haut, puisque Sylvestre, il avait 37 ans maintenant. Ou 35 ans, je ne sais plus, dans ces eaux-là. Voilà, il avait la trentaine et il était impliqué, il a fait partie des gens qui ont combattu les Espagnols. Et ces gens-là savaient très bien, dans les années 1812, comment les choses avaient pu se passer. Et en 1894, le seul qu'on a retenu, c'est André Rocarias. Et André Rocarias n'est plus conseiller municipal, officier d'état civil, il est maire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre 1812 et 1894? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pagès a été complètement invisibilisé. Sylvestre a disparu. Et Rocarias, dont on ne parlait pas, d'un coup a émergé. Et donc, vous voyez qu'on en arrive au mythe Banyulin. Sous l'égide du premier maire de la commune, André Rocarias, les Banyulins ont combattu victorieusement les troupes espagnoles au col de Banyuls. C'est ça ce dont se souvient la mémoire de Banyuls. Et que s'appelle la bataille du col de Banyuls. Quand vous l'avez entendu, au début, vous avez toujours entendu dire la bataille du col de Banyuls. Mais vous voyez bien que non, il y en a eu 2 en fait. Et donc, vous voyez, alors on va voir, sous l'égide du premier maire de la commune, André Rocarias. Donc ici, on a un document qui a été fait à Bagnols-sur-Mer le 4 juillet 1993, l'an 2 de la République, Pagès maire, Villarem officier municipal, Sagols officier municipal, Sylvestre Douzens procureur de la commune. Vas-y. Deuxième document, acte de naissance établi à Bagnols-sur-Mer le 30 janvier 1794, qui commence par devant moi François Pagès, maire de la commune de Bagnols-sur-Mer, à
à la place de An, l'absence d'André Rocarias, officier public de cette commune. Oui, chez QFG, hein. Ben ouais. Donc vous voyez que le maire n'était pas, n'a jamais été André Rocarias. C'est toujours été François Pagès, puisque hein, vous voyez ici là, on est en juin 93. C'est peut-être ça qu'on fait. Ah oui. Hein. Et ici on est au 30 janvier 94. Donc c'est pile poil pendant les événements. Et c'est tellement resté dans l'inconscient collectif qu'on a même une rue à Banyuls qui s'appelle la rue Mère Rocarias. C'est même pas André Rocarias, c'est Mère Rocarias. Et celle-là, elle est au Puy d'Elmas. Donc vous voyez, l'avenue Pierre de Marca, elle est là. Vas-y. Et là voilà. Et vous voyez la plaque? Alors, elle est floue, moi je l'ai de meilleure qualité, mais c'est parce que là je vous ai mis Google Maps. Quand vous allez sur Google Maps et que vous cherchez rue Mère Rocarias, vous allez tomber là-dessus. Avec la plaque, vous voyez? Mère Rocarias. Donc, sachant que les noms de rues se sont fixés à la fin du 19e, début 20e, on est là à la bonne période, en même moment que l'obélisque. Donc on voit qu'à la fin du 19e, ils ont perdu la mémoire et qu'à la place, ils ont reconstruit un espèce de mythe, un truc un peu bizarre. Parce que la famille est peut-être avec du poids. Alors, on va, je ne sais pas encore, j'ai pas toutes les infos là-dessus. Et donc vous voyez ici une lettre que se sont envoyées en 1894 les frères Douzans. C'est-à-dire les petits-fils de Sylvestre, le procureur, celui qui disait ah, le maire c'était moi. Pas du tout. Celui où sous la porte de sa maison, les Espagnols sont venus déposer les armes. Et donc en 1894, les deux frères, je crois que c'est Sylvestre et Joseph, ils sont un petit peu énervés. Pourquoi? Vous voyez ce qu'il écrit. Ça c'est Sylvestre qui écrit à son frère Joseph. Donc il lui dit, d'après tout ce que tu nous dis, il nous paraît parfaitement établi que Pagès était maire. Ils ont fait lancer des recherches par l'archiviste de la ville de Perpignan, qui est tombé sur les mêmes infos que nous. Pagès était bien le maire. Alors pourquoi ils ont fait cette recherche-là? Et 12 ans procureur ou agent national au moment de l'attaque des Espagnols, et qu'ils ont conservé ses fonctions depuis au moins le 23 avril 93 jusqu'aux 4 pluvieux en 3. D'accord? Ces questions étant très importantes à cette époque, il est certain qu'ils ont eu un rôle prépondérant dans l'affaire du col de Banyuls. À défaut de renseignements plus précis que je pourrais peut-être me procurer à Paris, si tu ne les as déjà toi-même, nous pensons que tu peux exposer au préfet la situation, toi qui la connais, en lui laissant carrément la copie des 2 paragraphes intéressants de la lettre de l'archiviste donnant son avis et d'autres documents que tu possèdes. D'accord? Alors après, bon, le préfet, s'il en est empêché par des considérations politiques contre lesquelles il nous sera bien sûr difficile de lutter, se souciera sûrement de notre avis. Bon, après, il y a des petits griefs, on va dire, là c'est des griefs familiaux, etc. Donc ça m'intéresse moins dans ce que j'ai à traiter. C'est très intéressant dans notre cadre, mais pas dans celui-là. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1894, la mairie, pour faire bâtir l'obélisque, donc, a monté un comité. Et c'était ce comité qui devait gérer à la fois l'argent pour payer le monument, et c'est lui qui devait gérer le choix, bien sûr sous l'égide du maire, hein, mais le choix de ce qu'on va faire comme type de monument, qui est-ce qu'on va prendre, etc. Bon, voilà. Et donc le comité a dit, bah écoutez, on va faire un obélisque, très bien, et puis dessus on va mettre un médaillon, et puis ça va être André Rocarias le maire. Et là les 12 ans, qui, depuis qu'ils sont petits, ils entendent leur grand-père qui disent, ah, moi au col de Banyuls, c'était moi le maire, c'était moi qui... Ils disent, ah, on n'est pas d'accord. Et donc ils vont faire lancer des recherches. Et donc ils s'aperçoivent que c'était pas leur grand-père hein, non plus, mais c'était Pagès. Et donc ils disent, mais pourquoi est-ce que vous personnifiez dans Rocarias alors que s'il faut, il n'y était même pas? C'est ça la question qui se pose. En fait. Bon alors après ils en veulent un peu au maire et tout ça, après c'est des trucs perso dans lesquels je ne rentre pas, mais c'est ça la question que eux se posent. Et donc vous voyez que les Banyulens ont combattu victorieusement les troupes espagnoles au col de Banyuls. Bon, mais maintenant qu'on connaît l'histoire, on va regarder. Hein. Au col de Banyuls, le 26 octobre, oui et non. Oui, bien sûr, mais il y avait aussi la flotte française, la flotte banyulenque. Elle est passée où? Vous en avez déjà entendu vous parler de cette flotte banyulenque? Bon, d'accord, elle n'a pas fait grand-chose, mais elle était là quand même. Mais non, on n'en a jamais plus entendu parler. Et bien sûr, le 15-16, oui, ils étaient bien au col de Banyuls. Ont combattu le 15 et 16, oui. Mais le 26 octobre, non. Il y avait un pélo là-haut.
Il y a 20 Espagnols qui attendent, qui voient arriver 3000 soldats français. Mais non, il n'y a pas eu de bataille le 26. Victorieusement, alors le 26, oui, puisqu'il n'y a pas eu de bataille, mais le 15 et 16, non. Donc vous voyez qu'en fait, ben, on a eu un mix et une simplification et une personnification. C'est-à-dire qu'on a 3 personnages historiques qui ont été fondus en une seule figure mythique qui a pris la fonction de maire et qu'on a appelé André Rocarias. Mais cet André Rocarias-là n'a rien à voir avec l'André Rocarias, la personne historique, la vraie. Ensuite, les 2 batailles, ben, on en a fait une seule. Et on a pris la version qui nous allait au milieu. Et la flotte de Banyuls a disparu au seul profit de la troupe terrestre. Et c'est donc bien pour ça que s'appelle Orio, la bataille du col de Banyuls. Et oui, ça. Alors, cette simplification, d'où est-ce qu'elle vient? Probablement pour faciliter la mémorisation. Plus simple. Mais c'est pas une, comment dire, c'est pas une explication qui est complètement satisfaisante. Mais je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. C'est plutôt pour effacer la défaite. Hein. Peut-être. Peut-être qu'il peut y avoir aussi de ça. De cette volonté-là. Peut-être. Oui. Et il peut y avoir plusieurs causes, parce qu'il est rare qu'un événement soit monocausal. Il fallait faire voir que dans un village, les gens s'étaient soulevés pour la République. Ouais, mais là vous êtes plus affirmatif que ce que me permettent de l'être les sources. Ça entraînait... Après, c'est ça, il faut bien faire la distinction entre ce que me disent les sources, ce que je sais de manière sûre, et ce que j'interprète. Voilà, c'est ça, on est plus dans la recherche de l'image d'Épinal. C'est-à-dire une image qui est simple, facile à comprendre, qui permet d'englober, on va dire, la totalité de l'événement, même si elle est fausse. Oui. Parce qu'il y avait d'autres villages qui étaient pour les Espagnols, les avaient laissés rentrer. Et Banyuls faisait figure de résistant. Ouais, mais ça c'est encore la vision de M. Brunet. Ah ben, c'était la vision... C'est la vision de M. Brunet que je respecte. Mais M. Brunet a un parti pro-espagnol dans son travail. Qui est très intéressant. Oui. C'est très intéressant de se dire que les Catalans se sentant toujours catalans, ils sont pro-espagnols. Mais le travail de M. Brunet, s'il est très intéressant, s'il est très fouillé, s'il a été bien fait, il est quand même soumis à de fortes critiques. Pourquoi? Parce qu'il a un biais, c'est de dire les Catalans sont plutôt pro-espagnols. Et avec Banyuls, ben, nous on est le seul exemple qui ne marche pas. On est le seul exemple dans son livre où ça coince. Et justement parce qu'on est l'exemple qui coince, ça veut dire que son modèle n'est pas tout à fait juste. Autrement il nous intègre. Il a fallu l'enjoliver. Alors, donc vous voyez l'événement historique, je ne vais pas y revenir, vous avez vu 2 batailles, etc. Et on est passé à, vas-y, là voilà, la légende du col de Banyuls, de la bataille du col de Banyuls. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Rocarias, vous voyez, liste des maires. Maire Rocarias, hop, 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 hop. Le mythe badioulin, sous l'égide du premier maire de la commune. La face arrière de l'obélisque est gravée. Je ne sais pas si vous y avez déjà fait attention. Et donc, M. Borat m'a donné d'ailleurs le décret. Ça, c'est une partie du décret qui a été gravé. Vous voyez? Ça, c'est le décret de la Convention nationale qui dit il sera bâti à Banyuls un obélisque de granit. Vous voyez? Donc, vous voyez, hein, c'est ça. C'est le décret de la Convention nationale. Donc, merci M. Borat qui nous en a donné une copie. Et donc, vous voyez, il est marqué « L'armée des Pyrénées-Orientales ne cesse de bien mériter de la patrie. Les citoyens de Banyuls ont bien mérité de la patrie. Il sera levé à Banyuls un obélisque de granit. Décret de la Convention nationale en 2 de la République. » D'accord? Et sur la face avant, aux habitants de Banyuls-sur-Mer qui ont combattu pour la patrie, sous la conduite de leur mère. Donc, en fait, ce qu'on vous raconte, c'est que les Banyulais, c'est des républicains. C'est des républicains qui étaient attachés aux valeurs de la première république en 1793. Oui, sûrement. Oui. Non aussi. C'est comme aujourd'hui. Je suis sûr qu'aujourd'hui, si j'arrive dans Milan et que je dis ah Banyuls, ils étaient macronistes. Oui, mais non. Il y en avait, mais il y en avait qui n'étaient pas. Voilà, là c'est pareil. Et là c'est difficile parce que là au niveau des archives, je ne vais pas pouvoir. Moi, c'est pas des choses qui sont restées dans les archives, donc là moi je ne vais pas pouvoir. Donc
Oui, je pense que, et surtout, on va dire les négociants, parce que les négociants, ils y voient beaucoup plus de bienfaits, en fait, à adopter les idéaux de la Révolution, parce qu'on est égalité, etc. Tout ça, c'est des choses que ça intéresse le commerce, on va dire. Donc oui, bien sûr, mais de là à en faire des super républicains, ça me paraît compliqué. Ils sont républicains, ils sont pour les idéaux, tout ça, donc oui, d'accord. Mais de là à en faire des super républicains, super propres et tout, c'est compliqué. Hein. Et donc lors de l'inauguration de l'obélisque, vous voyez, hein, donc, selon un article de presse, qui m'est relaté par un instituteur, parce qu'au début du XXe siècle, on demande aux instituteurs, les hussards noirs de la République, de faire des fiches sur tous les monuments de leur commune, de la commune où ils officient. Et donc, ben, on en a un à Banyuls qui nous a raconté toute l'histoire de l'inauguration. Alors, lui, il peut le faire parce qu'il arrive 20 ans après l'inauguration, donc c'est facile, il a encore des documents, chose que nous, on a plus. Donc, il nous raconte beaucoup de choses. Et il nous raconte donc que le 12 juillet 1994, l'obélisque est inauguré devant les autorités préfectorales et militaires, et la cérémonie est suivie par un immense banquet républicain. Républicain. Donc là aussi quand même, hein, c'est-à-dire qu'on rend hommage à 120 personnes mortes de faim en mangeant. Ça a l'air d'être très français, ça, quand même, hein. Donc en fait, vous voyez, hein, c'est les Bagnoulins de la Troisième République qui, quelque part, font plonger les racines de leur républicanisme à la Première République. Donc en fait, cette reconstruction de ce mythe fondateur, quelque part, hein, c'est les élus républicains de la Troisième République qui disent « Nous, on est républicains depuis !» Tu sais, comme vous savez, là, ce fromage-là. C'est écrit dessus, là, depuis le Port-Salut, depuis 1802. Voilà, nous, on est républicains depuis 1793. Qui dit mieux? Qui non? C'est ça, en fait. C'est-à-dire que on voit bien que les élus qui ont commandé ça, ils sont profondément républicains, ceux-là. Ceux de 1894. Eux, je veux dire, on ne se pose pas de questions, bien sûr qu'ils sont républicains. Ceux-là, c'est plus compliqué. Qu'est-ce qu'ils entendaient aussi par républicains? C'est un peu plus complexe. Mais en tout cas, ceux de 1894, ils se mettent dans la lignée de ceux de la Première République. Tout simplement. Donc, vous voyez, l'histoire, hein, la mémoire et la légende. Ben oui. Parce que quand on fait de l'histoire de l'art, on en revient toujours à Umberto Eco. Vous faites comme vous voulez, vous en arriverez toujours à Umberto Eco. Et donc nous vous donnons rendez-vous le 27 avril. On fera la suite. J'ai une question à poser à une seconde. Pardon. Donc, attends, on va d'abord faire les questions et puis après on verra. Ça marche. alors, Oui, les monsieur questions Thomas. L'histoire, hein, c'est pas sur. D'accord. Bon. Parce que là, on parle de notre patrimoine, on n'a pas le droit de bricoler l'histoire.